Alors, je vous remercie de votre présence à cette plénière d'ouverture que nous avons placée directement sous le thème général du Congrès, « Penser, créer et agir les féministes ». Et il faut toujours ajouter la périphrase aussi, je pense, très importante, de la révolution des savoirs au changement social. En invitant nos invités à s'inspirer de leur expérience respective pour susciter des réflexions, arriver au thème du colloque et du congrès, pour ouvrir officiellement cette séance, nous avions en quelque sorte, au moment de lancer notre invitation, pensé à chacune d'entre elles en les associant plus ou moins directement à l'un des trois grands vecteurs de la triptyque pensée, théorie, création, art et pratique féministe, action. Mais les échanges que nous avons eus avec chacune d'elles nous ont encore une fois confirmé qu'en recherche féministe, tout comme en pratique féministe, ces trois thèmes, comme je l'ai mentionné plus tôt, sont indissociables les uns des autres et s'entrecroisent, comme vous pourrez en juger vous-même, dans les contributions de nos conférencières de ce soir, à un point tel d'ailleurs que je ne me risquerai pas à vous révéler pour lequel de ces termes nous avions fait appel à chacune d'entre elles. Permettez-moi donc, sans plus tarder, afin de leur offrir le plus de temps de parole possible et aussi, nous l'espérons, permettre un certain échange avec la salle, de vous présenter notre première conférencière. Je vous présente donc à ma droite immédiate, Danielle Magloire. Militante féministe de longue date, Danielle est membre de KEFAN, une organisation haïtienne basée à Port-au-Prince, vouée à la promotion et à la défense des droits des femmes. Elle est très active au sein de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes, de la coordination nationale de plaidoyer pour les droits des femmes. Elle est également, et je pense que c'est un titre important dans sa vie, un objectif important dans sa vie, elle est également l'une des instigatrices du collectif de plaignants et d'organisations de droits de la personne contre Jean-Claude Duvalier. Sociologue, Danielle Magloire est une spécialiste des rapports sociaux de sexe, de la législation, de la violence de genre, des droits sexuels et reproductifs. À ce titre, elle collabore avec l'Université de Quisqueya dans le cadre d'un certificat d'études sur le genre qu'elle espère voir effectivement formalisé un jour de manière à pouvoir l'écrire comme un titre. Au cours des dernières années, Danielle est intervenue sur plusieurs plateformes et a fait connaître ses positions, mais aussi et peut-être surtout ses revendications, les revendications des femmes haïtiennes dans plusieurs médias avec une remarquable efficacité. Je vous offre donc maintenant Madame Magloire. Je vais peut-être bouger ça. Okay. Alors, bonjour à toutes et à tous. En tout premier lieu, donc, je veux dire un grand merci à toutes celles vraiment qui ont travaillé à organiser ce congrès, qui ont travaillé pour créer l'événement, pour le penser et agir pour qu'il se concrétise et nous permette de faire de ce rendez-vous un succès. Parce que les rencontres féministes sont bien devenues un rendez-vous. Et j'ai une pensée toute particulière pour toutes celles que l'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont, comme j'aime bien à dire, les petites mains cléricales qui rendent possible notre présence dans cette salle. Je veux dire donc un grand merci à toutes ces femmes-là et également à toutes ces bénévoles dévouées qui ont travaillé pour nous permettre d'avoir ces échanges-là. Justement, être féministe, c'est avoir le souci de ne laisser personne en chemin et donc de refuser l'invisibilité, quelles que soient ses formes. En second lieu, je voudrais remercier les organisatrices de ce congrès pour avoir songé à associer Haïti à cette rencontre. Haïti, qui est le seul autre État des Amériques à être de langue française. Cependant, en tant que féministe, je ne saurais oublier
les autres francophones de la région qui, au-delà des statuts politiques de leur pays, sont également francophones et ont des organisations féministes très vivaces. Je songe en particulier à mes camarades de la Martinique avec qui les féministes haïtiennes ont développé des relations particulières. Et d'ores et déjà, je pense que dans ce type de rencontre, il faudrait que systématiquement les femmes francophones du sous-continent américain soient représentées. Comme l'a si bien souligné mes prédécesseurs, la réflexion, la création et l'action sont bien trois moments indissociables pour le féminisme. Des moments bien que nous tentons d'enchevêtrer pour continuer vers une quête de quelque chose que nous voulons autre, même si les contours ne sont pas toujours clairs, même si nous ne partageons pas toutes les mêmes perspectives, mais une chose est certaine, c'est que nous tendons vers une aspiration commune qui est le fait de chercher à agir, à penser et à créer autrement. Je vais donc tenter, comme c'est attendu de moi, de parler de l'agir à partir de l'expérience et des perspectives haïtiennes, et en espérant que cela nous permettra de mieux nous reconnaître comme des semblables, de mieux nous connaître ou tout simplement de faire connaissance. Selon moi, quand il s'agit de parler d'agir féministe, il y a toujours urgence. Il y a urgence parce que nous sommes dans un monde où les choses se compliquent, où notamment les libertés en général sont sournoisement menacées, même si bon nombre de citoyens et de citoyennes des différents pays n'en ont pas nécessairement une conscience claire. Mais il me semble que c'est bien ce qui se dessine actuellement. Et également le fait que nous sommes à un moment où il importe de s'interroger sur la démocratie. C'est de longs combats dans les différentes sphères, dans les différentes sociétés, qui soit sont parvenus à instaurer des régimes parfaitement démocratiques, soit qui aspirent à le faire. Cependant, comme les choses, comme le monde est régenté, on a de bonnes questions, de bonnes raisons de se poser la question de la démocratie et d'avoir des inquiétudes à ce sujet. Et une préoccupation pareille ne saurait échapper au féminisme dans la mesure où il ne s'agit pas de quelque chose qui circule dans la stratosphère, mais bien quelque chose, des aspirations, des valeurs qui doivent s'ancrer dans des sociétés bien réelles. Et quand ces sociétés sont régentées d'une manière où ces aspirations démocratiques ne sont pas respectées, nous sommes en effet menacés. Je voudrais à cet égard signaler qu'au-delà des agitations des intégristes d'obédience musulmane, je pense surtout à un ensemble de gouvernements qui deviennent de plus en plus conservateurs, pour ne pas dire rétrogrades, dans bon nombre de pays, qu'il s'agisse des pays occidentaux, des pays dits émergents ou des pays dits sous-développés, avec la domination d'un ensemble de structures supranationales qui passent à l'arrière-plan complètement les intérêts nationaux et certainement les intérêts de la catégorie de sexe que sont les femmes. J'épingle au passage que dans notre région, donc les Amériques, les inquiétudes concernant les intégristes ne sont pas les musulmans puisqu'ils sont les chrétiens. Qu'ils soient catholiques, toute la gamme des protestantismes et les sectes qui, notamment dans les pays du sous-continent, notamment dans la région Caraïbe et Haïti n'y échappe pas, nous envahissent avec des discours complètement réactionnaires concernant les femmes et concernant la participation citoyenne. Je veux, à titre d'exemple, par exemple, nous sommes dans une période électorale en Haïti, on a tout un discours de ces gens-là qui tendent à faire croire aux braves gens, mais non, il suffit de prier, le ciel s'occupera de la gestion terrestre, mais ils sont en plein là-dedans eux-mêmes, mais laissez ça à des braves gens, des gens qui en savent plus que vous, priez, et puis ça ira bien.
Donc, ce sont des choses très dangereuses et malheureusement, dans ce que nous arrive dans les nouvelles, dans les grands médias, on n'en parle pas suffisamment. Tous les jours, nous pouvons entendre parler d'un terroriste musulman ou des intégristes, mais ces intégristes-là, vraiment, c'est un grave danger pour nos régions. Donc, face à cela, il s'agit bien d'agir et de tenter d'agir sur des aspects stratégiques. Donc, je vais en énumérer quelques-uns qui sont importants pour nous dans le mouvement féministe haïtien. Il s'agit en tout premier lieu d'agir pour ancrer justement les valeurs féministes dans les sociétés. En tant que féministes haïtiennes, il ne s'agit pas pour nous de faire du prosélytisme, de chercher à convertir qui que ce soit au féminisme. Nous ne sommes pas une religion. Par contre, il est absolument important pour nous, et c'est vraiment une question critique, qu'il y ait une masse de personnes, notamment des femmes qui arrivent à comprendre les valeurs du féminisme, à démystifier les discours antiféministes, voire masculinistes, afin de s'approprier les enjeux et les débats et pouvoir justement être des actrices dans ce débat. Les préoccupations que soulève le féminisme, c'est évident, ne concernent pas que les femmes. C'est pour ça que dans cette optique, il importe de promouvoir pour nous une véritable éducation sur la question des rapports sociaux de sexe, de manière aussi formelle que le civisme, de manière aussi formelle que les questions environnementales, telles qu'elles sont intégrées dans le système éducatif. Et nous pensons que cela pourrait nous éviter un triste spectacle, comme nous avons pu le voir en France, où des parents se précipitent dans les écoles pour enlever leurs enfants, parce qu'on va leur inculquer des notions en lien avec le genre qui vont produire une espèce indésirable socialement et surtout inconnue. Donc, la dissémination des valeurs et des savoirs peut éviter ce genre de spectacle, avouons-le, même si c'est comique, mais c'est quand même assez inquiétant. Et j'aime beaucoup cette phrase qui est écrite ici, le savoir universitaire et le savoir citoyen. Le savoir citoyen peut être un excellent rempart contre les révisionnismes, contre l'obscurantisme. Et je tiens à souligner à cet égard, je ne sais pas ce qu'il en est dans des pays occidentaux, mais dans des pays du tiers-monde comme Haïti, l'obscurantisme est une pratique de lettrés. Notamment quand il s'agit du féminisme, on voit que c'est des grands intellectuels qui, en général, ont toutes sortes de théories, etc., pour pouvoir expliquer que ce n'est pas possible, que ça, des changements trop rapides risquent de heurter la société, et tutti quanti, on connaît la chanson. Le deuxième élément de l'agir pour nous qui est essentiel, c'est d'agir, et personnellement, c'est un de mes credos, d'agir pour assurer la dissémination des résultats des recherches. Il est absolument important de réitérer la nécessité du lien entre l'université et les communautés. L'université, bien sûr, a sa manière de travailler, a son expertise, mais cette expertise doit être au service de la société. En particulier, lorsque on parle de sociétés qui sont économiquement sous-développées, où la pauvreté et donc l'exclusion qui vient avec sont particulièrement présents. Donc, les savoirs, lorsqu'ils sont vulgarisés et que les résultats de les recherches le sont également, ça permet que la société s'imprègne davantage d'un ensemble de questions. Une illustration rapidement pour expliquer mon propos. Les chercheurs, et les chercheurs sans eux, en Haïti, savaient bien que dans la société haïtienne, il y a plusieurs formes d'union. Cependant, ce n'est pas individuellement, les gens le vivent, mais ils n'ont pas la vue d'ensemble. Dans les statistiques haïtiennes, on arrivait à des aberrations complètement cocasses, c'est que c'est un peuple de célibataires. Puisque la question qu'on posait aux gens, est-ce que vous êtes mariés? Eh bien, les gens ne sont pas des menteurs, non. Ils ne sont pas mariés, c'est-à-dire le mariage par devant l'officier d'état civil. Cependant, ce qui est dominant dans beaucoup de sociétés caraïbéennes, notamment Haïti, c'est ce qu'on appelle des unions consensuelles. On ne passe pas, c'est des unions qui sont conclues par devant la communauté et qui ont autant de valeurs sociales.
pas juridique certainement, ça relève plus du droit coutumier. Donc, intégrer ces savoirs, comprendre les différentes formes d'union qui existent et comment les hommes et les femmes s'inscrivent dans les unions, comprendre le fait que les femmes sont inscrites dans les monogamies en série et les hommes dans la polygamie, ça permet d'articuler un ensemble d'interventions, ne serait-ce que pour les questions comme les infections sexuellement transmissibles. À ce moment-là, on se rend compte combien il est inepte de simplement dire à quelqu'un, eh bien, soyez fidèle, un seul mari, une seule femme, puisque oui, je suis avec Jean pendant 1 an, l'année prochaine, je suis avec Jacques, 3 mois après, oui, j'ai un seul conjoint, oui. Sauf que ça ne me protège pas du sida. Donc, ces connaissances-là ont des valeurs très pratiques, surtout pour des populations peu éduquées. Mais encore faut-il le faire comprendre aux personnes qui ont en charge la conduite de ce genre de programme. Et à cet égard, les avocats et les médecins sont particulièrement retors. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais conservateurs, il n'y en a pas dans la salle, j'ose espérer. Mais en tout cas, c'est très bien, mais certainement, je suis sûre que les gens qui sont dans la salle, c'est des gens qui témoignent d'une ouverture sur la question. Donc, ça pourrait nous permettre concrètement d'avoir des statistiques beaucoup plus parlantes, d'avoir des textes de loi qui tiennent compte des réalités et qui battent en brèche les logiques d'exclusion. Et également, ça pourrait nous permettre, dans la production des livres d'histoire, des manuels scolaires, de pouvoir tenir compte bien de ces éléments qui sont bien vivants dans la société et que sont les femmes. Il s'agirait aussi, avec la vulgarisation, de donner des outils aux femmes qui militent, qui ne sont pas nécessairement des universitaires, mais qui ont développé de longues pratiques d'intervention auprès, avec et en faveur des femmes. Ce serait aussi absolument intéressant et important aussi pour les femmes qui arrivent, qui accèdent à des postes de pouvoir et de décision, qui peuvent avoir une sensibilité sur les questions féministes, mais qui ne sont pas suffisamment outillées pour pouvoir articuler des propositions et surtout les défendre, puisque nous sommes dans un environnement où il y a très peu de femmes dans les postes de pouvoir et de décision, et elles sont systématiquement attaquées. Donc, le fait de pouvoir bien s'approprier les résultats de les recherches, de les comprendre, puisqu'il ne faut pas s'attendre à ce que qui va lire les rapports de recherche. Elles ne vont pas le lire, elles ne peuvent pas. Donc, il faut pouvoir faire l'effort de vulgariser, de le rendre à la portée de ces femmes. Troisième axe de l'agir, qui pour moi est important, c'est l'agir sur les politiques publiques pertinentes. Non seulement il s'agit de les définir, de les adopter, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque l'adoption relève du gouvernement ou du Parlement. Et dans le cas d'Haïti, les femmes sont une denrée extrêmement rare dans ces espaces-là. Donc déjà les faire adopter, faire la mise en œuvre et un suivi réel pour s'assurer que ce soit traité de manière transversale, ce n'est pas un mince enjeu. Un dernier élément au niveau de ces politiques publiques, c'est cet agir-là doit viser à nous donner les capacités pour refuser les ghettos féminins. Pourquoi est-ce que dans des pays comme Haïti, des petits pays pauvres, on pense que le destin des femmes, c'est d'être dans le microcrédit? Le microcrédit, ce n'est pas du capital, ce n'est pas de l'investissement. Il n'y a pas d'accumulation de richesses et tous les gens, même quand on n'est pas économiste, le b.a.-ba de l'économie, on sait très bien qu'avec un billet de $100, on n'est pas en train de créer de véritables entreprises, on est en train simplement de reproduire la misère, de l'alléger et d'être dans un tourbillon. Et mieux, ce qui fait que les femmes sont astreintes à des rythmes de travail qui ne leur donnent plus la disponibilité d'esprit et de cœur pour pouvoir participer à autre chose, à des espaces de réflexion, parce qu'elles sont dans une quête permanente. Il faut acheter, vendre, beaucoup de choses inutiles, merci à la Chine.
Mais et en plus, qui nous crée beaucoup de déchets en l'absence d'usines de traitement des déchets. Mais ça coûte bon marché, donc c'est bon pour nous acheter. On nous invite à acheter. En Chine, on nous facilite même pour la question des visas. Alors, oui, parce que pour apporter les déchets, ça, il n'y a pas de souci. Et en ce sens, ça pose la question de la coopération internationale. Pour pouvoir agir autrement, en l'ayant pensé, justement autrement, en ayant créé d'autres mécanismes qui sont plus respectueux de certaines orientations, des desiderata des gens et surtout qui ne sont pas dans le maintien du statu quo des personnes défavorisées. Et surtout, une autre question extrêmement importante pour nous, féministes haïtiennes, c'est que de réduire la valorisation des femmes pauvres au fait qu'elles sont de bonnes mères, c'est le travail de la reproduction qui est le plus fondamental, avec en même temps ce paradoxe, parce qu'on est toujours parallèlement en train de leur donner mauvaise conscience par rapport au nombre de progénitures, au nombre d'enfants qu'elles ont. En même temps, elles sont valorisées parce qu'elles font la reproduction, mais en même temps, ah oui, ouais, vous voyez, ces gens-là, ils ont un tas d'enfants, c'est quoi l'affaire, hein? Donc, il s'agit d'un peu de regarder ces questions-là. Quatrième élément de l'agir, ça nous concerne toutes et tous, c'est arriver à construire de véritables passerelles entre nous, les gens de bonne foi, les hommes et les femmes, les féministes, les mouvements de femmes. Les rencontres comme celles-là sont extrêmement importantes, mais pour moi, il s'agit de dépasser le caractère ponctuel de ces rencontres pour développer et surtout entretenir des relations durables. Des relations durables qui vont nous permettre vraiment de développer des créneaux de travail. On ne peut pas tout faire, mais il faut pouvoir choisir qui pourront être porteurs pour les uns, les unes et les autres. Il ne s'agit pas simplement que les pays du Nord déversent des choses dans les pays du Sud, mais qu'il y ait de véritables passerelles d'échange. C'est donc un rendez-vous où donner et recevoir sont les termes principaux de l'échange. Il s'agit d'avoir des regards qui sont véritablement croisés. En d'autres termes, il y a beaucoup d'études, par exemple, qui se font sur nos pays. Haïti est l'un des pays les plus étudiés. Mais non seulement les résultats de ces études ne sont pas nécessairement restitués au pays, et encore moins aux organisations, aux chercheurs du pays ou bien aux organisations féministes haïtiennes. Par contre, ce qui nous aurait intéressé, parce que nous avons une cervelle, nous sommes capables de créer, de penser et d'agir, on aurait bien aimé aussi d'avoir cet échange avec vous, venant d'ailleurs. Pourquoi ne pas pouvoir nous solliciter? Tiens, sûr, comment, on a vu une femme autochtone parler, cette dynamique-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'invitation des femmes du Sud qui pourraient venir regarder comment ça se passe chez vous aussi? Pourquoi est-ce que c'est dans un seul sens? Et cette question est d'autant plus importante qu'au-delà des chercheurs en tant que tels, on n'évolue pas en vase clos. Il y a d'une multitude, et depuis le séisme, ils se sont abattus comme la misère sur le pauvre monde en Haïti, une multitude d'ONG, on ne sait pas c'est quoi très bien, particulièrement tout ce qui est sans frontières. D'ailleurs, nous avons une revendication actuellement. Nous voulons des gens qui savent qu'ils ont une frontière. Donc, pour savoir qu'ils ont une limite dans leurs interventions. Mais les sans frontières qui ne savent pas qu'ils ont de limite, c'est assez fatigant, nous allons dire, pour rester courtoises. Donc, nous sommes parfaitement intéressés à exercer notre regard aussi sur l'autre monde que nous connaissons aussi, puisque nous avons des gens qui vivent dans les pays occidentaux, nous avons des relations, donc ce serait, à notre sens, assez équilibré et qui sait, il pourrait en sortir quelque chose d'intéressant. Donc, à bon entendeur, salut, l'invitation est lancée. Ne nous étudiez pas, mais invitez-nous à venir vous étudier aussi. Le cinquième élément de l'agir, c'est la question
de l'éthique, qui doit être une règle absolue. Il nous faut vraiment réfléchir sur la question du néocolonialisme pour pouvoir justement en refuser les pièges et œuvrer à établir des relations réellement égalitaires. Et en ce sens, la question de la démocratisation des savoirs, la question de la démocratie dans les relations intergroupes, entre les mouvements de différents groupes, je crois que c'est quelque chose qui se pose. Aussi bien il se pose pour nous aussi au plan interne, comment vraiment avoir constamment le souci que le mouvement féministe soit démocratique, d'abord en son sein. Parce que nous ne pouvons pas prétendre être en train de prêcher cette bonne parole pour l'ailleurs sans nous regarder nous-mêmes à l'intérieur de nos organisations et dans l'interface que nous avons avec les autres. Et en ce sens, la question du respect, mais qui doit avoir un véritable contenu. Il ne suffit pas de dire « Ah oui, on est respectueux des autres », ça doit se traduire par un ensemble de pratiques et de bonnes pratiques que nous pouvons élaborer. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas avoir une charte de nos bonnes pratiques féministes dans les relations entre nous, notamment entre le Nord et le Sud? Le sixième élément qui est essentiel, et c'est avec celui-là que je terminerai, c'est l'agir pour préserver et enrichir le matrimoine féministe et surtout le partager. Quelques éléments de ce matrimoine en Haïti, il est important de souligner que c'est un mouvement quand même qui a 87 années d'existence. On ne le dit pas souvent, mais apparemment on croit que le mouvement des femmes en Haïti est nouveau. Non, c'est un mouvement qui prend naissance dans l'entre-deux-guerres et spécifiquement avec l'occupation états-unienne d'Haïti, donc qui a une occupation qui a duré de 1915 à 1934. Et les femmes se sont mobilisées sur une question essentielle qui était la question des violences sexuelles. Il n'y a rien de nouveau. Les soldats, lorsqu'ils arrivent, le corps des femmes, c'est un territoire de guerre, comme se plaisait à dire ma camarade Myriam Merlet. Et les viols ont été constants. Et ces femmes ont été jusqu'à Washington pour dénoncer, comme nous le faisons actuellement encore et encore avec la mission dite de paix, qui est la MINUSTAH en Haïti avec les viols, etc. Et maintenant, la question des enfants, des soldats de ces forces d'occupation. Il y a une nouvelle agitation actuellement pour étudier ces questions-là, où sont la question des enfants que ces soldats ont laissés dans les pays. C'est certainement important, mais c'est un mouvement qui vient complètement de l'extérieur, sans solliciter, sauf pour accorder entrevues. On nous demande des entrevues, mais notre réflexion, notre travail là-dessus, pas du tout. Donc, ce mouvement-là, le mouvement féministe haïtien, quand on regarde dans son évolution, il y a une continuité absolue entre le mouvement primaire et le mouvement actuel. La question de la violence faite aux femmes. Et je rappelle que c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes est une journée éminemment caraïbéenne, parce que bien avant les années 80 et 90, 93, je crois, où l'ONU adopte la résolution là-dessus, les caraïbéennes avions déjà statué pour retenir cette date en hommage aux 3 sœurs Mirabal, qui sont des femmes de la République dominicaine qui ont été sauvagement assassinées. Mais il a fallu attendre un temps. Donc, ce mouvement-là s'est intéressé aux questions de la violence. La question de la participation politique et citoyenne est toujours d'entrée de jeu, est toujours très présente. La question de l'impunité, comme l'a dit Francine, c'est pour ça qu'on retrouve des organisations de femmes en tête du mouvement par rapport à la question de la mémoire de la dictature et de l'impunité. On va les retrouver là-dessus. Donc, les grands dossiers, ils ont, si on peut dire, été davantage approfondis avec les nouvelles connaissances, les nouvelles générations, mais qui s'est toujours arc-bouté sur l'héritage et qui a toujours rendu hommage aux aînés. Et en ce sens, tout l'intérêt du mouvement féministe actuel, c'est de dire que nous ne partons pas de rien. Nous avons une histoire sur laquelle nous voulons continuer à construire, une histoire que nous voulons
partager, une histoire de laquelle nous pouvons apprendre. Et cette histoire, il est important de l'enseigner aux jeunes générations. Donc, en conclusion, cet agir-là, c'est un agir qui est de nature à nous permettre de croire en cette utopie qui est le féminisme. L'utopie qui consiste à croire que nous pouvons faire les choses autrement. Nous pouvons faire la politique autrement si nous le choisissons de faire autrement. Nous pouvons faire de la coopération autrement. Nous pouvons aussi faire la recherche autrement pour qu'elle soit efficace et qu'elle retourne à la société. Personnellement, je suis très fière d'être une féministe et je tâche, dans les limites de mes capacités, d'inculquer aux jeunes cet engouement, ce désir et cette fierté d'être féministe, parce que je crois que les féministes ont un grand mérite. Ce sont des femmes qui ont le courage de vouloir construire demain. Merci.